Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts. Et oui, un certain nombre d'entre vous ne peuvent déjà plus les déclarer. Et pour ceux qui restent, ils ont jusqu'à ce soir minuit pour déclarer leurs impôts en ligne. Alors, le délai est court, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas complètement finalisé leur déclaration. Peut-être que certains ont envie de la relire une dernière fois avant de effectivement laisser passer la date limite. Et on a voulu se poser la question dans cette émission de la gestion des plus-values mobilières et immobilières, de leur déclaration et de vérifier avec le temps qui nous est imparti si nous avons tous réalisé les bons, enfin si nous avons tous rempli les bonnes cases et si nous avons intégré les bonnes exonérations ou en tout cas les bonnes plus-values. Pour cela, nous avons invité deux experts pour nous détailler tout ça. Mickaël Fontaine, tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Mickaël Fontaine, vous êtes expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et avec vous, Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste associé du cabinet BD Bello. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Bon, deux habitués, j'ai envie de dire, de l'émission qui vont nous détailler finalement comment déclarer ses plus-values mobilières et immobilières. Alors on en parlait juste avant l'émission. Pierre-Elliott Blum, les plus-values immobilières sont quand même les plus simples à déclarer. Il y a quand même 2-3 choses ou 2-3 questions qu'on peut se poser, mais quand on parle de plus-value immobilière, simplement c'est la vente d'un bien immobilier qu'on reporte mécaniquement sur sa déclaration d'impôt. Exactement. Alors la plus-value immobilière, comme on en parlait un peu antérieurement à l'émission, en pratique est déclarée par le notaire. Donc, D'accord. Quand vous allez céder votre bien, vous allez évidemment avoir des obligations déclaratives auprès du notaire, la rédaction d'un acte de vente, et la déclaration de plus-value est effectuée par le notaire directement. En revanche, ça n'exonère pas totalement le contribuable de déclarer sa plus-value immobilière dans sa déclaration d'impôt annuelle. D'accord. Parce que une grande majorité des plus-values immobilières, à l'exception de la résidence principale qui est exonérée, doivent être déclarées, non pas pour être de nouveau imposées, parce que l'imposition a déjà été prélevée par le notaire. Exactement. Ah oui, d'accord. Donc on ne va même pas retrouver le montant, par exemple, dans sa déclaration d'impôt sur le revenu, parce que ça a déjà été, payé cet impôt-là. L'impôt a déjà été payé par le notaire, enfin ça a déjà été prélevé par le notaire. C'est simplement qu'il faut reporter une grande majorité des plus-values qui sont du coup imposées et imposables, qui ont été imposées, pour des considérations fiscales telles que notamment le revenu fiscal de référence. Alors le revenu fiscal de référence, qu'est-ce que c'est ? C'est en réalité la totalité des revenus du contribuable et qui va servir à déterminer un certain nombre d'exonérations ou d'abattements, ou même pour déterminer le montant de la CEHR, donc la contribution économique sur les revenus. Donc la plus-value, si jamais j'ai gagné, mettons 20 000 € sur la cession d'un bien immobilier, j'ai déjà payé effectivement mon impôt, mais par contre ces 20 000 € vont rentrer dans mes revenus de cette année-là. Exactement. Même si ça n'est pas un salaire. Exactement. C'est-à-dire que vous le mettez dans votre déclaration parce que ça va avoir encore une fois des considérations en matière d'imposition sur certains abattements, sur certaines exonérations, mais l'impôt a déjà été payé. Est-ce qu'il y a des exceptions ? Parce qu'effectivement, vous parliez de la résidence principale. Il y a des dates à respecter, il y a un nombre d'années de détention de biens immobiliers quand on parle d'une résidence principale pour considérer si jamais on si jamais on a la chance d'être exonéré ou non d'impôt sur la cession de son bien. Alors, la résidence principale, c'est le seul bien qui ne jouit pas de nécessité d'antériorité. Bon, il faut évidemment que ce soit une résidence principale, donc on ne peut pas acheter un bien, le considérer comme une résidence principale et le vendre une semaine après. L'administration fiscale aurait probablement de quoi à redire. En revanche, la cession de la vente d'une résidence principale est totalement exonérée d'impôt. D'accord. Les délais de détention, donc la durée de détention dont vous parlez, c'est sur les autres biens. Alors il y a d'autres cas d'exonération, ça ne concerne pas la résidence principale. Mickaël Fontaine, justement, sur ces délais, quand on a une résidence secondaire, quand on veut faire un investissement locatif, mais peut-être une résidence secondaire dans un premier temps, il y a des choses à prendre en compte de manière plus particulière. Alors oui, il y a des choses à anticiper. Si vous avez des projets d'achat de résidence principale, vous êtes locataire, vous avez une résidence secondaire, vous souhaitez céder votre résidence secondaire, vous pouvez bénéficier dans certains cas d'une exonération de la plus-value sur la cession de votre résidence secondaire. D'accord. Si cette somme est réemployée dans l'achat d'une résidence principale dans les 2 ans, et il ne faut pas que vous ayez une résidence principale, vous soyez propriétaire de votre résidence principale depuis 4 ans. D'accord. Donc il y a des critères à respecter. Donc on doit pas être propriétaire de sa résidence secondaire depuis plus de 4 ans ? Non. Principale. D'accord. Voilà. Au moment de la cession. Au moment de la cession de la résidence secondaire qui sera réemployée pour l'achat de la résidence principale. Et dans ce cas-là, vous êtes en exonération. Ça veut dire que... Mais donc on doit d'abord céder sa résidence secondaire avant d'acheter une résidence principale. Et vous avez 2 ans.
On a 2 ans pour le faire. Pour réemployer la somme dans l'achat d'une résidence principale. Ça, pour le coup, c'est quelque chose à avoir en tête parce qu'on voit que, alors c'est pas le sujet, mais que dans certaines grandes villes, les prix de l'immobilier sont tels que globalement, il y a plus d'intérêt à être locataire et à aller acheter une résidence secondaire ailleurs si on veut effectivement avoir accès à la mer ou à la montagne. Et si jamais les plans changent, effectivement, on a cette possibilité-là d'être exonéré d'impôts sur son investissement immobilier pour acheter sa résidence principale. Tout à fait. À partir du moment où on respecte ces critères, donc ça nécessite une anticipation et de bien évaluer et de cadencer le timing pour l'achat de la résidence principale. Je fais une question l'un, une question l'autre, puisque de toute façon vous êtes tous les deux experts du sujet. Pierre-Elliott Blum, si j'ai fait toujours immobilier, si j'ai fait un investissement locatif, là pour le coup, et que je l'ai vendu mais que je ne l'ai jamais habité, que ce n'était pas ma résidence secondaire et que je ne réemploie pas les fonds pour acheter ma résidence principale. Là pour le coup, je réalise une plus-value immobilière, Effectivement. je suis taxé et c'est tout. Alors ça va dépendre, le régime de la plus-value va dépendre effectivement des modalités de détermination du revenu, si on est en location foncière ou en location meublée. Donc on a généralement des règles qui sont professionnelles, on a des règles qui sont différentes, avec des exonérations, mais dans la grande majorité des cas, on applique, comme vous disiez, des durées d'abattement. D'accord. Donc au-delà de 5 ans, on commence à avoir un abattement pour durée de détention en matière d'impôt sur le revenu, également en matière de prélèvements sociaux, ce qui permet d'avoir une exonération totale d'impôt sur le revenu après 22 ans de détention et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans de détention, après 30 ans de détention. À savoir que plus je le déteins, plus la durée de détention est courte, plus je paye d'impôts sur le bien, c'est ça ? Exactement. Plus la durée de détention est courte, plus on paye d'impôts sur le bien, et il y a toujours la possibilité d'appliquer des forfaits travaux et des forfaits de frais d'acquisition au-delà de 5 ans de détention du bien qui viennent majorer le prix d'acquisition et donc minorer la plus-value imposable. Alors, ce que dit Pierre-Elliott, c'est important, c'est qu'il faut bien, au moment de la cession, pour le calcul de la plus-value, regarder ce qui rentre dans le prix d'acquisition. Donc, le prix d'acquisition, ce n'est pas seulement le prix d'achat, mais c'est aussi regarder les frais associés, frais d'honoraires, évidemment. Frais de notaire, non. Les frais de notaire sortent du prix d'acquisition, pour le coup. Et les frais associés, effectivement, qui ont contribué au coût d'acquisition, et également les travaux. D'agrandissement, de terrasses, et qui vont donner de la valeur à votre bien. Donc attention, bien regarder ce qui peut entrer dans le prix d'acquisition. Donc pour répondre à votre question précisément, il faut regarder chaque ligne, reprendre le code, bien sûr, et regarder si vous rentrez ou pas dans la catégorie. Ça veut dire que par exemple, j'achète, parce que c'est un sujet d'actualité, une passoire énergétique, je l'ai intégralement rénovée, donc en fait je l'ai acheté à pas cher, mais j'ai mis, mettons, la moitié de la valeur d'achat dans les travaux. Mon coût d'acquisition, c'est le total. Alors c'est peut-être caricatural, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce sujet de travaux également. Alors, il faut prendre effectivement les forfaits travaux. Alors, tous les travaux ne sont pas à prendre en compte. C'est des travaux d'amélioration, c'est des travaux énergétiques notamment. Si vous faites de l'agrandissement, que vous en faites un palace, c'est pas forcément déductible. Donc, tous les travaux ne viennent pas majorer le prix d'acquisition. En revanche, tous les frais d'avocat, les frais de comptable si vous avez une SCI par exemple, les frais divers au titre de l'acquisition viennent majorer le prix d'acquisition et donc minorer le montant de la plus-value imposable. Une dernière question sur les plus-values immobilières avant de passer aux plus-values mobilières sur le temps qui nous reste. Est-ce qu'on peut changer de statut ? Par exemple, ma résidence secondaire devient ma résidence principale. Mon investissement locatif devient ma résidence principale et a finalement été cédé. Est-ce que là, la plus-value est considérée comme la plus-value d'une résidence secondaire ou d'un investissement locatif ou ça devient finalement exonéré d'impôts du fait que c'est passé en résidence principale ? Michael Fontaine, peut-être ? Alors, moi, je donne peut-être la pratique et après la vision de l'avocat. Dans la pratique, vous pouvez changer effectivement d'affectation votre résidence secondaire en résidence principale. Si vous faites une opération de cession un instant de raison après, il y aura quand même, sous réserve de l'avis de Pierre-Elliott, mais un abus de droit au regard de la fiscalité. Donc il faut quand même un certain délai pour pas qu'il y ait que l'opération soit considérée comme une cession, changement d'affectation et cession pour un avantage fiscal. Je ne peux pas aller en vacances au mois d'août dans ma résidence secondaire pour la vendre en septembre, ça passe pas au niveau de l'administration fiscale. Non, c'est même pas c'est au-delà de l'abus de droit, c'est que l'administration dirait simplement ce n'est pas votre résidence principale, il n'y a pas d'antériorité assez importante. Donc c'est pour ça qu'on conseille nos clients lorsqu'ils veulent céder un bien qui constituerait le cas échéant leur résidence principale,
et d'anticiper un petit peu cette session-là, donc de ne pas aller vivre une semaine avant, 2 semaines avant, mais de le faire à minima 1 an et demi, pour vraiment créer une antériorité, le déclarer, avoir la chance de déclarer au moins une fois dans sa déclaration d'impôt, donc changer sa résidence dans sa déclaration d'impôt au titre de son domicile fiscal, et de créer une certaine vie dans cette nouvelle résidence pour bénéficier de l'exonération de la résidence principale. Alors bon, là on a passé un long moment sur l'immobilier, parce qu'effectivement il y a plein de questions qu'on peut se poser, puis c'est quand même un investissement, ou en tout cas une acquisition très répandue chez les gens qui nous écoutent, sur les plus-values mobilières, donc à savoir tout ce qui est en lien avec les investissements, avec les instruments financiers, notamment les actions. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Peut-être la pratique avant d'aller vers plus la théorie finalement, hein, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Michael Fontaine, les actions, les investissements financiers, là ça fait toujours un peu peur, on ne sait jamais quel est le chiffre qu'il faut prendre, si c'est sur des marchés cotés ça change tous les jours, enfin, bon, donc comment est-ce qu'on gère ce genre de choses? Effectivement, il y a plusieurs cas à distinguer. Donc il y a les plus-values sur les marchés cotés, où vous allez avoir une information de votre intermédiaire financier qui va vous dire voilà, la plus-value que vous avez réalisée, qui a déclaré. Alors je vais dire au 31 décembre. Au 30 décembre. C'est peut-être le cas le plus simple. Ça se complique lorsque vous cédez votre entreprise, où vous détenez des droits minoritaires. Donc là, il va falloir étudier dans quel cas vous êtes. Est-ce que c'est dans le cadre d'un départ à la retraite? Est-ce que c'est une cession minoritaire? Est-ce que la durée de détention? Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser avant de déterminer l'imposition de cette plus-value. Parce que si je pars à la retraite, globalement, on peut légitimement imaginer que j'aurai peut-être une aide de l'administration fiscale. Alors, il y a des abattements qui sont prévus pour l'imposition des plus-values de valeur mobilière en fonction de la durée de détention, et il y a des abattements renforcés dans certains cas, dont le départ à la retraite. Donc c'est pour ça qu'il faut analyser à chaque fois, pour chaque session, dans quel cas vous êtes, pour savoir si vous avez d'une part un abattement qui est prévu par les textes en fonction de la durée de détention. En dessous de 2 ans, il n'y a pas d'abattement. Après 2 ans jusqu'à 8 ans, il y a des abattements. Et après, savoir si vous êtes dans un abattement renforcé pour des causes spécifiques comme le départ à la retraite. Pierre Elliott-Bloom, même question du coup sur les plus-values de valeur mobilière. Comment est-ce qu'on les prend en compte d'un point de vue fiscal? Donc effectivement, il y a les actions qu'on peut détenir sur des marchés cotés, et il y a les actions qu'on peut détenir en propre, alors qu'on soit dirigeant d'entreprise ou qu'on ait simplement eu l'occasion de monter au capital d'une entreprise dans laquelle on a travaillé pendant longtemps. Exactement. Donc en fait, quand on est actionnaire d'une société ou qu'on a des actions en bourse, prenons le cas des actions en bourse généralement, ou sur un compte titre par exemple, et qu'on réalise des plus-values, chaque année, l'établissement financier envoie ce qu'on appelle un récapitulatif annuel avec le montant des plus-values déclarées. Et c'est un montant qu'on déclare dans la déclaration 2042C, qui est en réalité assez simple à faire, puisqu'on s'en tient à ce qu'a déclaré l'établissement financier, avec évidemment un contrôle, une vérification. Donc globalement, c'est ce qui apparaît déjà quand on déclare numériquement ses impôts, et il n'y a pas besoin de vérifier. Est-ce que vous nous dites il faut vérifier. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement des erreurs, comme ça reste quelque chose d'humain, donc il y a forcément des erreurs, enfin forcément non, mais ça arrive, donc il faut quand même vérifier. Souvent c'est pré-rempli, il arrive que ce ne soit pas pré-rempli, donc il faut toujours vérifier pour s'assurer qu'on a bien déclaré tous ses revenus de capitaux mobiliers. Si c'est pas pré-rempli, ça ne veut pas dire que la banque a oublié et que du coup ça peut être un oubli de l'administration fiscale, ça peut être un problème administratif quelconque, donc voilà, il faut tout le temps vérifier, que ce soit les montants des dividendes. Alors là on n'est plus sur les plus-values, mais c'est la même chose, ça reste un établissement financier qui déclare. Donc les dividendes, les intérêts, le prélèvement qui a été fait déjà, le prélèvement à la source. Il faut vérifier les frais et charges qui sont aussi déductibles. Donc il faut vérifier tous ces éléments-là. Mais au-delà de ça, il faut surtout arbitrer sur le régime fiscal applicable. Parce qu'aujourd'hui, en matière de plus-value de valeur mobilière, on peut soit le déclarer au prélèvement forfaitaire unique, donc au taux de 30%, soit au barème progressif à l'impôt sur le revenu. Et c'est une option que l'on prend pour être imposé. La meilleure des deux options. On prend exactement. Étant précisé que l'option s'applique sur le tout. Donc on ne peut pas panacher en disant voilà, sur ces revenus-là, sur ces titres-là, je veux prendre le PFU, et pour l'autre, le barème progressif. Donc c'est quelque chose qu'il faut étudier pour déterminer qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et pour reprendre ce que disait Michael, sur les abattements de durée de détention, il ne s'applique que lorsque l'on opte pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu, et pas pour le prélèvement forfaitaire unique. Une dernière question très rapidement, puisque ça doit être le cas de figure d'un certain nombre de gens qui nous écoutent. J'ai eu un don d'action. Alors ça peut être un don d'action parce qu'on me les a offerts, ou alors on m'a donné des actions du fait que j'ai travaillé dans cette entreprise, ou un mécanisme de stock auction. Là, quelle est la valeur
sur laquelle on se base pour déterminer une plus-value? Alors là, c'est différent. Si on fait une donation classique, c'est la valeur dans l'acte de donation qui fait foi, qui est considérée comme le prix d'acquisition. En revanche, pour les stock options ou les BSPCE ou les actions gratuites, c'est différent. On a un régime qui est particulier. Prenons l'exemple des actions gratuites. On a une action qui est octroyée à un salarié, donc elle est gratuite. Donc si vous voulez, on part d'une base de 0. Avec un délai pour ce qu'on appelle activer entre guillemets l'action. Généralement, c'est une durée de vesting qu'on appelle sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, tout dépend des objectifs qui sont fixés. Et au moment où on active, où on exerce l'action, on paye, le salarié paye un montant à une valeur qui est souvent décotée. Et ça fixe la valeur de l'action. Ça fixe la valeur d'acquisition. Et ensuite, au moment de la cession, on a le prix de cession. Donc si vous voulez, il y a 2 plus-values. Il y a une plus-value d'acquisition qui est la différence entre la valeur d'acquisition, donc par exemple Bien 10, sûr. et la valeur d'octroi qui était de 0. Et il y a la plus-value de cession, qui est la différence entre la valeur cédée et le prix d'acquisition. Et on finira là-dessus. Malheureusement, le timing nous l'impose. Merci beaucoup Pierre-Léo de Blum, avocat fiscaliste associé du cabinet BD Bello. Et merci Mickaël Fontaine, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart. Ouais, là,